et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la quatrième et dernière partie de mon Bookshelf Challenge où je vous présente un livre que je choisis sur chaque étagère de ma bibliothèque. Aujourd'hui, on va se concentrer, et je regarde de ce côté-ci parce qu'il y a mes bibliothèques, on va se concentrer sur les lectures que j'ai faites dans le genre plutôt romance, récit réaliste qui se passe dans la vie de tous les jours ou qui s'est passé, on va dire, dans la vie de tous les jours. Il n'y aura pas de fantastique, il n'y aura pas d'imaginaire, de magie, de sorcier ou quoi que ce soit. C'est des histoires qui m'ont pris aux tripes, qui ont marqué ma vie de lectrice. Il y en a eu énormément. Aujourd'hui, je lis un petit peu moins ce genre de lecture, on va pas se mentir, mais quand je tombe sur une pépite, généralement c'est un coup de cœur. C'est pour ça que ça a été très difficile pour moi de choisir parmi tous ceux que j'ai là avec moi. La première étagère, on va commencer sans plus tarder. La première étagère concerne mes romances, donc c'est des livres qui vont se concentrer autour de la relation de deux protagonistes. Moi je n'ai lu uniquement que des relations entre hommes et femmes, mais il en existe évidemment plusieurs, et surtout de nos jours beaucoup de relations homosexuelles sont développées, donc ça c'est plutôt cool en termes de représentation. Moi c'est vrai que quand j'étais plus jeune il y en avait très peu et c'est pas quelque chose vers lequel je me serais forcément tournée parce que c'est juste pas ce que je vis moi personnellement, donc c'est pas ce qui m'attirait nécessairement dans mes lectures. Moi c'est vrai que je recherchais plutôt à m'identifier au personnage principal, donc forcément c'est pas ce vers quoi j'allais me tourner, mais je me disais que c'est vrai que ça manquait un petit peu. Aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus développé et je trouve que c'est très bien, donc je voulais quand même le souligner ici. Parmi toutes les romances que j'ai lues, il y en a évidemment une qui a marqué un petit peu plus, qui m'a marqué moi personnellement un petit peu plus que les autres. C'est déjà la première romance que j'ai lue. Je l'ai lue en 3e, donc je sais aussi qu'il y a une grosse problématique de nos jours sur l'âge auquel on doit lire les romances, parce qu'apparemment les jeunes commencent à lire des romances extrêmement explicites un petit peu tôt peut-être. C'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment d'âge interdit, on lisait quand on se sentait prêt, je pense. Encore aujourd'hui je pense qu'il y a certaines personnes à 18 ans qui sont toujours pas capables de lire de la romance explicite parce qu'ils sont tout simplement pas prêts psychologiquement, et d'autres personnes à 14-15 ans qui le sont complètement, et parce que voilà, chacun vit aussi une vie complètement différente. Donc je dirais qu'il n'y a pas d'âge, mais il faut quand même être prêt psychologiquement à lire des scènes de sexe explicites. Sans rentrer dans les détails, voilà, les écrivains et écrivaines que je lisais quand j'étais jeune, il n'y avait pas forcément de trigger warning comme aujourd'hui quand on commençait le roman, il n'y avait pas écrit ce sur quoi ça allait porter. Et au-delà en fait de tout ce qui peut être scène explicite, il y a aussi dans tous les livres que je vais vous présenter des développement d'axes psychologiques des personnages qui peuvent parfois être un petit peu perturbants quand on est jeune, quand on essaye de se construire, quand on sait pas trop où aller. Il y a des fois c'est vrai qu'il vaut mieux pas lire n'importe quoi, n'importe quand, donc il faut bien regarder. Aujourd'hui je trouve ça très bien qu'il y ait des trigger warnings, faites très attention à ça, mais c'est vrai qu'à l'époque il n'y en avait pas et on lisait un petit peu ce qui était à la mode. En tout cas moi c'est ce que je faisais dans mon cercle d'amis, on va dire. Et donc je pouvais lire des livres qui n'étaient pas forcément adaptés. Ça ne m'a jamais choquée, j'ai toujours compris. Voilà, j'ai jamais lu quelque chose qui m'a perturbée psychologiquement, mais je sais qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus répandu, il y a beaucoup plus de livres avec des scènes explicites. C'est vrai qu'à mon époque ça n'existait pas énormément. Bref, je me lance dans des débats un petit peu complexes, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Sans plus tarder quand même, je vous attrape le roman que j'ai choisi et il s'agit de Beautiful Disaster de Jamie McGuire. Beautiful Disaster, vous le voyez pas parce que c'est vraiment les anciennes éditions, vous savez, très glacées, donc du coup ça reflète
ça reflète la luminosité. En attendant, Beautiful Disaster, à l'époque où c'est sorti, c'était un petit peu la romance par excellence. Si on voulait s'initier au genre, c'était par là qu'il fallait commencer. Quelque chose qui, à l'époque, n'était pas du tout vu. C'était une romance universitaire, donc entre Travis et Abby, je l'ai lu il y a quand même très longtemps. Donc Travis qui est un boxeur, pas professionnel, mais il fait des combats clandestins et c'est comme ça qu'il gagne sa vie. Et Abby qui a un petit peu tout plaqué, on sait pas trop d'où elle vient et elle arrive dans cette université, elle veut faire la bonne élève, première de classe, voilà, elle veut pas trop tremper dans des affaires un petit peu chelou et elle va rencontrer évidemment le Travis en question et ça va être un coup de foudre entre les deux, coup de foudre d'abord amical puis après amoureux et c'est ça en fait que j'ai adoré, c'est la construction de la relation, le côté très piquant de Travis, Abby à qui on s'identifie forcément puisqu'elle a plein d'aspects, elle change énormément, elle évolue beaucoup tout au long du roman et tout au long de la saga puisqu'après on va suivre les autres frères de Travis, on suit un petit peu toute la famille Maddox. J'ai adoré tous les romans, franchement voilà, cette famille est juste incroyable, c'est hyper cliché, c'est très convenu, je veux dire, on n'est pas surpris par la fin, évidemment pas, les personnages sont pas forcément hyper profond, hyper intéressant, mais on passe juste un bon moment, c'est léger, on rit beaucoup, on rit vraiment beaucoup. Et on va quand même traiter, malgré tout, même si le roman reste léger, on va quand même traiter de sujets qui peuvent être assez intéressants, notamment du sujet de l'addiction en général. Alors là, je vais pas forcément parler de l'addiction qui est plus précise un petit peu dans ce roman, mais vraiment, voilà, de l'addiction en général, alcool, jeux, drogue, argent, bref, plein de sujets qui sont, je pense, intéressants sans que ça soit non plus trop trigger warning, c'est-à-dire on n'a pas de suicide, on n'a pas de viol, on n'a pas de meurtre, on n'a pas tout ça, quoi. C'est assez soft. Travis a vécu des petites, voilà, des choses pas faciles, clairement, dans son enfance, sans que ça soit non plus un truc ultra traumatisant et ultra spécifique. Je veux dire, j'en ai autour de moi qui ont malheureusement vécu ce genre de choses. Donc c'est assez compréhensible en fait par le lecteur pour le coup. Et on s'immerge très bien dans ce qu'a pu être son enfance. Ça nous permet aussi de mieux comprendre si jamais on a des personnes dans notre entourage qui ont vécu la même chose. Donc excellente lecture. Si vous voulez vous initier un petit peu à la romance, je vous le recommande. Après, voilà, c'est de la romance un petit peu bateau, mais à l'époque, moi, c'est ce que j'aimais et j'en ai lu énormément par la suite. Je dois dire que je m'en suis séparée de beaucoup, notamment de la saga After, parce que je suis arrivée en fait à un moment donné dans ma vie où j'ai compris qu'il y avait énormément de problématiques liées à ce genre-là, au genre de la romance, et il y a assez peu de romances que je trouve saines, où les relations sont globalement bienveillantes, respectueuses, sereine, stable entre les deux protagonistes. Pour le coup, je prends l'exemple d'After qui est un petit peu, je pense, l'extrême qu'on peut choisir, mais After, il y a quand même des problématiques liées à la relation entre les deux personnages, à savoir que la relation est complètement toxique et ce que moi je trouvais en fait à la fin de cette saga, c'est qu'en fait pour des personnes qui étaient averties un petit peu du sujet, ça allait, mais pour des jeunes qui lisaient de la romance et qui rêvaient un petit peu d'un bad boy en tant que petit ami, je trouvais que ça renvoyait pas forcément une image hyper positive en fait de ce que devait être une relation amoureuse
classique, on va dire ça comme ça. Donc du coup c'était la petite problématique que j'avais avec After et avec d'autres romances en général d'ailleurs. Celle-ci, et il y en a plein d'autres évidemment, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour le coup, chacun consent à chaque fois à faire tout ça, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils ressentent. Il y a une communication, on sent qu'il y a des problèmes de communication, sinon évidemment il n'y a pas d'histoire, mais c'est pas malsain. Voilà, et ça c'était très important pour moi, donc Beautiful Disaster, si vous voulez vous lancer dans le genre de la romance, je vous le recommande chaleureusement. On va ensuite passer à l'étagère des livres qui ont clairement présenté un tournant dans ma vie. Je regarde toujours par là puisque je regarde ma petite étagère. J'ai lu ces livres et il y a eu un avant, un après. Voilà, donc forcément ça a été très dur pour moi d'en choisir un parmi tout cela. Mais mon cœur s'est assez naturellement, je dois dire, dirigé vers un livre de Marie-Aude Murail qui est une écrivaine que j'adore. Voilà, je vais m'arrêter là, que j'aime vraiment profondément. J'admire énormément son travail, je la trouve extrêmement intéressante, très enrichissante. Les sujets sont toujours très bien traités, avec justesse. C'est piquant, c'est réconfortant, ça amène à se poser plein de questions. J'adore. Mais celui qui m'a particulièrement marqué, c'est 3000 façons de dire je t'aime. Déjà rien que le titre. Rien que le titre, j'ai envie de vous dire, ça devrait suffire pour vous expliquer un petit peu à quel point ce livre est juste beau, juste poétique, magnifique, lyrique, c'est incroyable. Pour juste vous planter très brièvement le décor, on va suivre 3 enfants. Au départ, ils sont vraiment enfants et ils vont être plus ou moins liés par une passion commune autour du théâtre. Les années avançant, ils vont se séparer et ils vont se retrouver quand ils sont jeunes adultes, donc ils ont quitté le lycée, ils sont en études supérieures. Et ils vont se retrouver toujours pareil autour de leur passion théâtrale. Et ça va être un trio qui va s'aimer très fort. Il y a donc 2 garçons et une fille. Un trio qui va s'aimer très très fort. De l'amitié, de l'amour, un amour fraternel, un amour amical, un amour amoureux. Bref, des versions de l'amour. Alors il n'y en a peut-être pas 3000 mot pour mot qui sont décrits dans ce livre, mais c'est l'amour avec un grand A et toutes ses dérivées. Et c'est ça qui, moi, m'a particulièrement touchée. C'est ces façons qu'ils ont de se dire les uns et les autres qu'ils s'aiment, qu'ils sont là les uns pour les autres, qu'ils seront là toute leur vie, qu'il n'y a pas besoin de s'engager en fait pour croire en eux. Ils seront là, peu importe ce qui se passe, peu importe où ils sont, peu importe la vie en fait. Et c'est ça qui m'avait vraiment marqué. Et un amour amoureux hyper intéressant. Voilà, j'ai beaucoup appris en fait des relations qui sont décrites dans ce livre. Si vous n'avez jamais lu de Marie-Aude Murail, déjà prenez n'importe lequel et ce sera un pur plaisir, je vous l'assure. C'est une plume qui est extrêmement poétique, extrêmement douce, extrêmement réconfortante. Donc je vous la recommande évidemment chaleureusement et encore plus cet ouvrage-ci qui... Voilà, si le sourire sur mon visage ne suffit pas, je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que c'est vraiment une lecture qui m'a complètement chamboulée, qui m'a confirmé que l'amour pouvait apporter énormément de choses positives dans la vie, qu'il fallait parfois se battre, qu'il fallait parfois prendre des décisions difficiles et on a l'impression qu'on est à un tournant de notre vie complètement fou et qu'en même temps c'est ça qui nous fait avancer, c'est notre moteur et c'est ce qui fait que la vie vaut d'être vécue globalement, c'est vraiment ça dont il est question dans ce livre. Donc je vous le recommande encore une fois chaleureusement et si... C'est assez dur pour moi de dire ça, mais si vraiment il y a un livre à retenir de toute la sélection que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est bien 3000 façons de dire je t'aime de Marie-Aude Murail. Vraiment.
Beaucoup d'émotions après cette présentation d'ouvrage. Vraiment, c'est un livre qui m'a transformée. Donc à chaque fois, c'est celui que je présente, c'est celui que j'invite les gens à lire parce qu'il est très spécial, très original, très particulier. Il est tellement unique en son genre que il vaut vraiment le détour. On va poursuivre avec une autre étagère. Je m'excuse si jamais je perds ma voix, je suis un petit peu malade, donc il se peut que je dois couper certains moments pour reprendre un petit peu mes esprits. On va du coup poursuivre, je disais, avec la troisième étagère qui comprend un petit peu tous les livres qui se passent dans notre monde, qui sont plutôt à destination d'un public jeune adulte, voire adolescent assez mature, et qui n'ont pas forcément pour centre la romance. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un peu de romance parce que ça décrit des vies globalement assez classiques, donc évidemment qu'il y a un peu de romance, mais c'est pas le sujet central du livre. Là encore, il y a énormément de romans qui m'ont marqué. Pour ne citer que lui, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Incroyable. Voilà, si j'avais pu vous le montrer, je vous l'aurais montré, mais ce n'est pas, je dirais, le livre qui a marqué un tournant dans ma vie réellement. Même si il m'a beaucoup marqué, il y en a un qui m'a encore plus, vous voyez, encore plus pris aux tripes et fait revoir vraiment ma vie, mieux comprendre le monde qui m'entoure, mieux comprendre les gens, mieux appréhender les situations. Bref, il m'a vraiment énormément servi dans la vie, même si le sujet traité est un petit peu étonnant, on va dire ça comme ça, un petit peu glauque. Il s'agit de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. Rebecca Donovan, déjà, c'est une écrivaine que j'aime tout particulièrement, qui fait des textes très bien écrits et qui traite de sujets difficiles, voire très durs, de manière simple. Mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit de sujets très difficiles. Donc il faut avoir le cœur assez accroché pour pouvoir lire ce genre de livre. C'est là où je vous dis qu'aujourd'hui, évidemment, sur les éditions qui sont disponibles en librairie, il y a des trigger warnings. Mais moi, dans ma version, il n'y a aucun trigger warning. Vraiment, c'est... voilà. Zéro trigger warning alors qu'on est sur un livre qui mérite évidemment d'avertir sur certains sujets, notamment le sujet des violences parentales. On va suivre du coup Emma qui a perdu globalement ses parents. Son père est décédé et sa mère ne peut plus la garder. Donc elle va atterrir chez son oncle et sa tante, donc sa tante qui est la femme de son oncle, qui ont deux petits-enfants. Elle va atterrir dans cette famille qui ne va pas forcément l'accueillir de la meilleure des façons. Et c'est là où elle est très forte, Rebecca Donovan, c'est qu'elle nous fait comprendre que c'est pas forcément, en tout cas son oncle n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Il est juste complètement dépassé par les événements, il sait juste pas quoi faire. Et évidemment c'est pas ok de laisser un enfant se faire battre, hein. Ça on en est bien conscients tous, en tout cas j'espère. Mais elle laisse en fait la parole à celles et ceux qui sont à côté, qui sont témoins de ça et qui font malgré tout rien parce qu'ils savent pas quoi faire, ils savent pas par où commencer, ils savent pas, voilà, ils savent juste pas, tout simplement. Je crois que ça mérite pas plus de termes. Donc on va suivre Emma qui va au lycée, qui a évidemment une meilleure amie avec qui elle est très proche. Elle ne parle pas forcément de ce qui se passe chez elle, elle ne cache pas non plus les traces que peuvent laisser les coups donc, que lui donne sa tante pour le coup. Mais elle n'expose pas du tout cette partie de sa vie. C'est pas qu'elle le cache, c'est juste qu'elle n'en parle pas parce que elle a l'impression que les gens vont pas comprendre, que ça fait d'elle quelqu'un de bizarre, et donc elle le garde complètement pour elle jusqu'au jour où elle va rencontrer Evan. Evan qui est un homme dont elle va tomber amoureuse tout de suite, avec qui elle va avoir
une relation qui vient des tripes, vous voyez, alors pas forcément amoureuse, mais un coup de foudre de la vie, globalement. C'est vraiment ça, je pense, qu'on peut qualifier. Et donc, ce jeune homme qu'elle a rencontré va bouleverser sa vie et va lui faire comprendre qu'elle mérite mieux. Qu'elle mérite mieux qu'une mère qui ne peut pas la garder, qu'un oncle qui ne se bat pas pour elle et qu'une tante qui la bat. Et petit à petit, on va la suivre sortir en fait de cette période de sa vie qui est extrêmement difficile, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, extrêmement traumatique aussi. Et sur 3 tomes, on va donc suivre Emma sortir de l'enfer pour se trouver, se faire confiance, apprendre à affirmer ses choix, à trouver sa voie, à trouver qui elle veut devenir, à mieux comprendre ce qu'elle veut faire dans la vie. Et c'est ça qui m'a beaucoup touchée en fait. C'est juste la reconstruction d'une personne qui a été brisée par les événements extrêmement durs qu'elle a pu vivre dans son enfance principalement. Et malgré tout, elle arrive à se reconstruire, elle arrive à relever la tête et elle arrive à mettre un pied devant l'autre, en partie parce qu'elle est extrêmement bien entourée et en partie aussi parce qu'elle est extrêmement forte. Et c'est ça que j'ai adoré dans cette trilogie. Ça et le fait, évidemment, qu'on comprenne et qu'on donne la parole aux entourages des personnes qui ont vécu un traumatisme. C'est, je trouve, très important dans le sens où quand on est jeune comme ça, quand on est la meilleure amie d'une personne qui se fait battre à la maison, c'est extrêmement difficile d'avoir les bons mots, d'avoir les bons gestes, de savoir exactement quoi dire, quoi faire. Est-ce qu'on a forcément le droit de se plaindre, nous, de nos petits tracas du quotidien, qui n'en reste pas moins nos tracas, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de parler de ça à quelqu'un qui vit l'enfer ? Et ces questions-là, ces ressentis, l'autrice les traite extrêmement bien aussi. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. C'est ça qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore d'ailleurs à vivre les moments où je me dis mince, j'ai jamais vécu ça, c'est tellement difficile ce que la personne en face de moi est en train de vivre, je sais tellement pas quoi faire pour elle. Et en fait je me rappelle parfois de certaines phrases où juste un câlin, juste un sourire, ça peut changer complètement la vie d'une personne. Et parfois c'est juste le mieux qu'on puisse faire. Rien dire et juste prendre dans les bras, faire un sourire, faire un gâteau, inviter à une soirée ou voilà, il y a des fois des petits gestes qui nous paraissent complètement anodins et qui en fait derrière bouleversent complètement le cours d'une vie. Et c'est ce livre-là qui me l'a appris. Donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui dans cette sélection. Évidemment, je vous le conseille chaleureusement. Comme les 2 autres, il va falloir que j'arrête de dire ça aussi, mais à l'exception près qu'il y a quand même un gros trigger warning sur celui-ci et tout au long de la trilogie. Je tiens aussi à préciser qu'il y a de la romance sans scène explicite, absolument aucune, que la relation est quand même bien développée et qu'elle vaut le coup d'être lue jusqu'à la fin. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais il y a 3 tomes et c'est 3 tomes qui valent vraiment le coup. Pour le coup, il n'y a pas de classement que je peux faire, il n'y a pas d'un rabaissement un petit peu après le premier tome ou après le deuxième. Ils sont tous les 3 géniaux, ils auraient pu très bien être qu'un seul livre et l'autrice les a juste séparés en 3, franchement, ils sont tous incroyables. On va ensuite passer à mon étagère qui concerne mes lectures historiques puisque j'ai eu une petite période assez courte, je dois dire, dans mon adolescence où j'aimais beaucoup les romans historiques, vraiment beaucoup. Dans mon enfance, j'en ai lu énormément. Au primaire, c'était, je pense, mon genre préféré, tout ce qui était la royauté, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, j'ai tout poncé, très honnêtement. Mais c'est vrai qu'après j'ai complètement perdu ça et je l'ai retrouvé un petit peu en grandissant, en
sortant du lycée il me semble. C'était un moment où je savais pas trop vers quel genre me tourner et j'ai voulu tester le genre historique. J'ai commencé par un genre historique assez soft, assez léger, on va dire ça comme ça. Certains diront que ce n'est absolument pas un genre historique, mais pour moi, c'est quand même le cas. Je vous parle de Outlander de Diana Gabaldon. J'ai la version avec Jamie Fraser dessus. Je ne sais même pas si elle est encore disponible, celle-ci. C'était vraiment à la sortie de la première saison pour le coup. J'ai commencé ce roman et ça a été le premier que j'ai commencé en même temps que la série, donc je suivais en fait, je lisais mon livre, j'allais voir l'épisode qui correspondait à la partie de mon livre. Vous pouvez le faire, ça, si vous voulez vous lancer, vous pouvez le faire uniquement pour la première saison parce qu'après ça part complètement ailleurs. Vraiment, on n'est plus du tout sur le même chemin, donc si vous voulez le faire, c'est vraiment assez marrant pour le coup à faire, de voir à chaud ce que les réalisateurs ont fait de ce que nous on s'est imaginé dans la tête. Et moi j'avais adoré en tout cas cette expérience. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du phénomène de Outlander, on va suivre Claire. Claire qui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, va décider de partir en Écosse, plus ou moins en voyage de noces, avec son mari Frank. Et lors d'une promenade qu'elle va faire, elle va se retrouver au milieu d'un cercle de menhirs et elle va entendre comme des bourdonnements. Elle va poser ses mains sur la pierre et elle va directement être transportée des siècles auparavant, en 1743 au début, 1743 en Écosse du coup, et on va la suivre un petit peu à travers toutes ces années où évidemment il n'y a pas du tout, c'est pas du tout le même moment de l'histoire de là où elle vient forcément, hein. On n'a pas les voitures, on n'a pas les sous-vêtements, on n'a pas le papier toilette, moment extrêmement intéressant. Moi en tout cas j'ai trouvé ça voilà, étonnant, hein. C'est un truc auquel je n'avais pas pensé, mais c'est traité dans ce livre-là. Et c'est ça en fait que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là, en tout cas d'Outlander, c'est la vision assez moderne qu'elle a du monde, qui est complètement bouleversée par la vision du monde de 1743. Et en fait, c'est une façon de présenter les événements historiques que je trouve assez amusante et c'est ce qui m'a le plus plu pour le coup. Évidemment, ça se passe en Écosse, donc pays incroyable, les paysages sont incroyables, l'histoire est très très intéressante aussi, très riche. On arrive en plus donc en pleine révolution du prince Charles et c'est voilà, extrêmement intéressant de suivre ce pan-là de l'histoire que moi personnellement je ne connaissais pas très bien, très honnêtement. Et il y a évidemment une relation entre un certain Jamie et Claire, puisqu'elle va tomber sur ce beau jeune homme dès qu'elle va arriver en 1743 et il va plus ou moins la prendre sous son aile et il va y avoir forcément une relation qui va naître entre eux, relation extrêmement belle. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais juste incroyable pour le coup. J'en ai vu certains qui ont été un petit peu choqués par des scènes de viol dans ce livre-là. Et dans tous les autres d'ailleurs, puisqu'on en voit beaucoup et c'est ce qui m'a fait arrêter. Et je dois dire que dans ce tome-ci, ça ne m'a pas dérangé dans le sens où ça fait avancer l'intrigue. Pour moi, c'est assez cohérent qu'il se passe ce genre de choses dans cet environnement précisément qui est présenté dans ce roman. Donc ça ne m'a pas dérangé. Évidemment, il y a des trigger warnings, il faut faire attention. Mais je trouvais que c'était pas présenté de manière problématique. En revanche, j'avoue qu'avec les tomes, c'est un peu trop. Et je ne parle même pas de la série télé parce que eux ils sont allés beaucoup trop loin dans le trip. En 1750, il y a des viols à chaque coin de rue.
non, je pense pas non plus qu'il y avait des violeurs à chaque coin de rue et que toutes les femmes se faisaient violer une dizaine de fois par semaine. Je pense que c'est un peu trop quand c'est présenté comme ça. Mais pour le coup, c'est ce qui m'a fait arrêter en fait la série. Et de manière plus générale, la rébellion en fait qu'on suit dans le premier, deuxième, troisième tome, même début du quatrième, est hyper intéressante puisqu'on va suivre vraiment le moment où ça commence juste à monter, le moment où ça explose, le moment où ça redescend et le retour un petit peu à un quotidien un peu plus classique. Et ça me plaisait beaucoup. Et en fait après quand on repart sur un autre cycle d'une autre révolution et c'est un peu trop. Voilà, moi c'était, il fallait que je m'arrête là, mais le tome 1 évidemment incroyable et pour le coup sur mon étagère des romans historiques, c'est celui qui m'a vraiment présenté le genre et que j'ai adoré, donc je ne pouvais que vous le présenter. On va ensuite continuer avec une étagère qui est composée d'une seule saga. Donc pour le coup, c'était très facile de vous présenter un livre puisqu'ils sont tous globalement géniaux. J'ai décidé de vous présenter le tome 1. C'est une saga qui a complètement bouleversé ma vie de lectrice du début collège, je dirais, jusqu'à la fac. Vraiment, c'est une saga qui a duré très longtemps, qui s'est arrêtée de manière un peu brutale, je dois dire, sans forcément donner d'explication plus que ça. J'attrape le dit roman en question. Il s'agit de Campus de Kate Bryan. J'ai là les éditions précédentes, mais j'ai vu qu'ils avaient fait une réédition que je trouve moins jolie, mais vous pouvez toujours les trouver. Donc là j'ai le tome 1 évidemment, bienvenue à Eton. Dans cette saga on va tout simplement suivre Reed Brennan qui est une jeune lycéenne qui va arriver dans un lycée hyper élitiste qui est donc un internat et qui va se prendre une claque du monde auquel elle voudrait appartenir mais qu'elle n'atteindra jamais de par sa famille et son éducation globalement. Et donc en fait ça va être un petit peu sa quête de vouloir atteindre l'inatteignable et de s'intégrer dans un monde qu'elle ne connaît pas et en fait auquel elle n'a pas forcément envie d'adhérer. Globalement c'est ça, je sais pas si je l'ai très bien résumé. On a un peu l'impression que ça va être un Gossip Girl moins bien. Pas du tout, vraiment pas du tout, je vous défends de dire ça, ce n'est absolument pas Gossip Girl, loin de là. On va suivre des relations qui sont beaucoup moins toxiques que dans Gossip Girl, ou en tout cas, lorsque les relations sont toxiques, elles sont dénoncées comme étant toxiques. Et c'est pas, voilà, un encouragement à être toxiques les uns envers les autres, pas du tout, au contraire. Il y a justement des prises de conscience où on se dit non mais là oh ça va beaucoup trop loin, c'est du grand n'importe quoi, je ne peux pas faire ça. Voilà, là on m'en demande juste trop et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, ça et le fait qu'on suit juste une adolescence tranquille, qui veut vivre sa vie et qui veut juste expérimenter des choses. Évidemment, elle va avoir des petits amis, évidemment, elle va avoir des amis, elle va avoir des peines de cœur en amour, en amitié, elle va avoir des problèmes en cours. Bref, c'est tout simple, très léger, mais qu'est-ce que c'est bien écrit et qu'est-ce que c'est immersif. En plus de ça, il y a des meurtres. Donc il y a un petit côté suspense derrière qui est très très agréable. C'est une saga que je vous recommande, que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Je me jetais sur les tomes dès qu'ils sortaient en librairie. J'étais la première à les acheter. Vraiment, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, si je les relisais, je ne sais pas du tout ce que je penserais de cette saga. Peut-être qu'elle a très mal vieilli, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, je les avais adorées. Je peux pas dire que je vous les recommande parce qu'encore une fois, je pense que mon cœur de passionnée
parle un peu trop parce que je pense que je voyais même pas les problématiques de cette saga et qu'aujourd'hui si je la relisais je me dirais waouh, je ne cautionne pas ce qu'il y a écrit dedans. Donc je dirais pas forcément que je vous la recommande, mais malgré tout, si vous avez une jeune fille qui est au lycée autour de vous, très honnêtement, c'est une saga qui pourrait lui plaire, je pense. Et pour le coup, je suis certaine que les premiers tomes, il n'y a absolument rien de problématique. Je dirais que ça vient plutôt dans les derniers. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que l'écrivaine a décidé d'arrêter tout simplement la saga. Parce que ça devenait un petit peu du grand n'importe quoi. À force, ça prenait des proportions complètement ouf. Donc voilà, mais pour le coup, je dirais même les 10 premiers tomes valent vraiment le coup. Très honnêtement. Très très bonne saga. On continue ensuite avec l'étagère de mes livres, je dirais un peu plus matures. Alors quand je dis ça, on s'imagine absolument pas des livres de scènes explicites en tout genre, c'est pas du tout le cas. C'est des livres qui vont être un petit peu plus sérieux, un petit peu plus... Voilà, où le protagoniste va être un adulte vraiment bien avancé dans l'âge, ou qu'on va traiter de sujets un petit peu plus complexes qui vont demander un petit peu plus de réflexion. Et dans cette étagère, j'ai beaucoup de romans dont tout le monde parle. Donc du coup, j'avais pas envie d'en prendre un et de parler de ça comme tout le monde fait. Parce qu'évidemment, voilà, je vais pas vous reparler des 7 maris d'Evelyn Hugo. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc je ferai probablement une vidéo à ce sujet, mais je voulais vous présenter un titre qui m'a bouleversée sans forcément que des vidéos YouTube, des chroniques littéraires y soient pour quelque chose. Il s'agit d'un livre que ma maman m'a offert, d'une écrivaine qu'elle aime particulièrement, Agnès Martin-Lugan. Il s'agit de La Datcha. La Datcha, c'est l'histoire extrêmement optimiste, je pense que c'est le terme qu'on peut utiliser, d'une jeune femme qui se retrouve dans une maison d'hôte slash hôtel globalement, et qui se retrouve à manager plus ou moins un petit peu l'hôtel avec un couple de personnes âgées qui est en fin de vie. Globalement, ils ont vécu toute leur vie dans cette maison hôtel qu'ils appellent la Datcha. Ils ont reçu beaucoup d'invités, ils ont fait la fête, ils ont vraiment profité de leur vie. Mais là, c'est la fin. Voilà, ils sont très contents de partir parce qu'ils ont vécu plein de choses. Et elle va se retrouver là, à devoir gérer tout ça, toutes ces émotions et cette chance qu'elle a reçue alors qu'elle, selon elle, elle ne la méritait pas forcément. Pourquoi elle plus qu'une autre? C'est vraiment de ça dont il s'agit. Cette jeune femme est également maman, donc évidemment il va y avoir des questions sur la maternité, sur l'éducation des enfants. Mais c'est avant tout un récit, je pense, qu'il faut lire pour prendre conscience de la chance qu'on a de vivre, de profiter de chaque instant, parce que parfois la vie peut aller très vite et on se rend pas compte qu'en un claquement de doigts c'est terminé. Et c'est vraiment ça moi qui m'a touchée dans ce livre-là. J'ai pas pleuré, j'ai versé quand même quelques petites larmes parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui transparaissent à travers ce roman. Et je ne peux évidemment que vous le conseiller parce que c'est juste une petite pépite qui nous redonne un petit peu foi en l'humanité. Si vous n'avez pas forcément le bon mood en ce moment, honnêtement, je vous dirais pas de vous tourner vers n'importe quel Agnès Martin-Lugan, mais celui-ci, il est juste réconfortant. Et on a juste envie de faire un câlin à tout le monde et de mettre un pied dans cette maison qui a l'air juste complètement fantastique, complètement surréaliste. Et moi, c'est vraiment cet effet-là qu'a eu ce roman sur moi. Une plume qui, je pense, n'a évidemment plus rien à prouver, mais qui est extrêmement belle, extrêmement juste. Les émotions sont très très bien retranscrites. Ça nous prend vraiment aux tripes.
et ça ne peut que vous laisser une marque indélébile. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter la datcha. Et parce qu'en plus ça va traiter d'une culture qui est assez peu développée, je trouve, dans la littérature en général. Ça traite de la culture slave et ça traite du fait d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas forcément de la même culture que vous et de manière un peu plus générale, qui n'a pas la même éducation. Et en vrai, on n'a jamais exactement la même éducation. Même si on vient du même pays, de la même ville, on a toujours des divergences d'opinion, des différences dans nos attitudes, dans nos instincts premiers, parce qu'on vient d'une famille différente tout simplement. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. À l'époque que j'ai lu ce livre-là, j'étais en couple avec quelqu'un qui n'avait pas la même culture que moi au sens propre, mais aujourd'hui encore c'est un livre auquel je pense parce que, comme je vous l'ai dit, on a tous notre propre culture et je trouve que c'est un très beau texte qui va vraiment présenter les différences entre tous les humains sur cette terre et comment faire en sorte de vivre une vie extrêmement heureuse avec tous ces humains qui sont très différents. Donc ouais, vraiment lecture que je vous recommande. Écoutez, je crois qu'on en a fini avec, enfin je dirais, avec ce Bookshelf Challenge. J'ai voulu faire ces 4 vidéos un petit peu en mode vlog, assez décontracté. Il n'y a pas de résumé très construit, de commentaires très construits non plus. Ça me tenait vraiment à cœur de vous livrer à chaud les émotions qui me parcouraient quand j'avais ces livres en main et les émotions qui m'ont parcouru quand j'ai lu ces livres à l'époque. Je voulais que ça soit assez franc, assez sincère. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant qu'on a terminé ces Bookshelf Challenge où voilà, ça vous a permis, en tout cas j'espère, de mieux comprendre un petit peu ma façon de lire, ma façon d'appréhender la lecture. On va se retrouver pour des rendez-vous livresques un petit peu plus classiques où je vous montrerai mes lectures du moment, soit en format vlog, soit en format un petit peu plus construit où on va débattre ensemble, parce que c'est avant tout ce qui m'intéresse ici, c'est de pouvoir échanger avec vous sur les différentes lectures que vous faites vous, qui vous ont plu à vous et qui vous animent. Je trouve qu'on peut toujours en apprendre les uns des autres, ne serait-ce que pour faire des cadeaux, pour conseiller, pour discuter avec ses amis. C'est toujours hyper intéressant d'avoir plusieurs points de vue et plusieurs recommandations comme ça en tête, et c'est pour ça que je fais ces vidéos lecture. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous remercie encore une fois très chaleureusement, décidément ce mot je l'ai dit extrêmement souvent, même extrêmement d'ailleurs, dans cette vidéo. Je vous retrouve en attendant la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo lecture. En attendant, je vous souhaite de très belles nouvelles rencontres à travers des romans qui, je l'espère, vous plairont. Je vous remercie très chaleureusement, c'était ce que je voulais dire, de me suivre et de me soutenir à travers ces vidéos. Je vous remercie aussi de prendre le temps de laisser des commentaires et d'interagir, parce que, encore une fois, c'est principalement pour ça que je fais toutes ces vidéos. C'est surtout pour partager et discuter avec vous. Donc je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao!